Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des experts. On y parlera cette semaine de la Coupe du Monde et des plaisirs d'hiver qui viennent de débuter, mais aussi de la situation des stations de métro et puis de l'inattendu départ d'Alexia Bertrand. Alors à mes côtés pour commenter cette actualité, deux journalistes, Zedven Zveni qui est journaliste à La Capitale, bonjour. Bonjour. Et Michel Gaillard qui est journaliste à BX1. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Alors on attaque avec cette Coupe du Monde, un événement qui se veut a priori uniquement sportif, mais beaucoup de questions, beaucoup de polémiques autour de ça. De nombreux supporters des Diables Rouges se sont posé la question boycott ou pas. Je vous propose de regarder ce reportage d'Anaïs Corbin, Nicolas Skenart et Corinne Debeul. Depuis le début, le choix du Qatar est très controversé. Les droits de l'homme et de la femme sont peu respectés. Sous le maillot noir, jaune, rouge d'Igor Lassiste se cache la chemise d'un professeur de secondaire d'Anderlecht. Fan des Diables et déjà à l'origine de précédents hymnes, il a décidé de remettre le couvert pour cette Coupe du Monde au Qatar après une longue hésitation. L'hymne au Qatar, ça me plaisait pas, j'avais un petit peu envie de boycotter, j'avais envie de dénoncer le décès des travailleurs, j'avais envie de dénoncer l'égalité des droits des hommes et de la femme. Et bref, j'ai pas réussi à écrire un hymne pendant 6 mois. Et puis, il se fait qu'une semaine avant l'hymne, j'ai encore des amis qui m'ont dit « Et quoi, tu fais rien cette année-ci ?» et je me suis mis à travailler des soirées et des soirées. J'ai hésité à boycotter, je vais pas y arriver. Dès qu'on sortira des poules, vous m'entendrez chanter. Des Bruxellois créatifs, il y en a d'autres. Cette fois, c'est nous, c'est l'hymne de 3 rappeurs bruxellois, le Wart, le M et Blanca, rassemblés sous la bannière du collectif forestois Artistory qui produit la chanson. On est courtois, on t'invitera à la fête. C'est pas un hasard, si cette fois c'est nous. On voulait citer les noms de joueurs, faire des jeux de mots. Et puis il y a les chants des supporters aussi qui sont importants. Donc voilà, on a fait un petit mélange, c'est un produit purement belge, que ce soit de la mélodie jusqu'aux paroles, à l'enregistrement. On a vraiment tout fait ici localement. Et voilà, j'espère qu'ils iront très très loin. Pas de boycott ici donc, l'occasion de faire des pronostics pour le match de ce soir. Je dirais on est à 2-1. 2-1 pour la Belgique. Voilà, et le résultat de ce match, ce premier match de la Belgique mercredi dernier, c'était plutôt 1-0. Maintenant, on le sait. Mais de l'aveu du sélectionneur, c'était un des pires matchs au niveau technique, en tout cas, des Diables Rouges. Alors, est-ce qu'il fallait boycotter la participation à cette Coupe du Monde? Sven. Je pense que ça aurait été un geste très fort de ne pas envoyer les Diables Rouges à la Coupe du Monde, mais ça m'aurait étonné qu'on aille jusque-là. Au niveau des citoyens, c'est un peu plus compliqué parce que les droits ont été achetés, donc de toute façon, les matchs sont diffusés. Et si on ne les regarde pas sur le grand écran ou dans un bar, on les regarde chez soi ou sur un ordinateur. Donc, on pourrait décider de ne pas les regarder du tout. Oui, alors moi, c'est ce que soi. je fais. Moi, c'est ce que je fais parce que le foot ne m'intéresse pas. Et si j'étais un petit peu intéressée, je pense que je le ferais parce que je suis sensibilisée à toute la problématique qu'il y a derrière, au niveau éthique, au niveau des droits de l'homme, au niveau des droits des travailleurs et même au niveau environnemental. Mais je pense qu'au niveau des citoyens, si on ne le boycotte pas parce qu'on aime le foot, on peut symboliquement afficher son soutien et son opposition à la politique qui est menée au Qatar. Michel Gaillard, vous boycottez, vous avez évité de regarder les matchs, celui de la Suisse par exemple? Tout m'incite à boycotter, mais je regarde parce que d'abord j'aime le football, j'aime le sport, et puis vous l'avez dit, la Suisse, la Belgique, j'ai 2 pays qui participent à la Coupe du Monde, et donc j'ai envie de regarder. Je me vois un peu comme un fumeur qui sait que c'est mauvais pour son corps de fumer, mais qui continue à le faire parce que voilà, il en a l'envie, il n'a pas la force de le faire. Et par ailleurs, il y a objectivement, je pense, une baisse d'enthousiasme par rapport à la dernière Coupe du Monde, regarder les drapeaux en rue, etc. Mais par contre, il y a un chiffre qui ne trompe pas, ce sont les audiences télé, et les Diables Rouges ont de nouveau fait plus d'1 million de téléspectateurs, les Bleus en France ont fait 12 millions de téléspectateurs, ce sont les audiences normales d'une Coupe du Monde. Donc ça veut dire que, quelque part, sans doute, les gens qui boycottent, parce qu'il y en a quelques-uns qui ne veulent pas regarder, sont-ils compensés par ceux qui, n'ayant pas d'écran géant, regardent chez eux, donc ça fait des connexions en plus. Aujourd'hui, ce petit effet papillon, à quoi servirait le boycott? C'est le début d'un effet papillon, les gens boycotteraient, regarderaient moins, donc les télés mettraient moins de pognon, donc ça casserait un peu cette dynamique-là. Ça ne prend pas, et les gens regardent les Diables Rouges. Le monde politique aurait dû boycotter?
Je pense que le monde politique aurait pu, en tout cas, boycotter. La ministre des Affaires étrangères est partie au Qatar pour 26 heures. C'est très court. C'est vraiment pas le temps de mener de grandes tractations diplomatiques. Je crois que la Belgique aurait pu survivre sans ces tractations-là. On a vu l'image de son brassard. On l'a vu discuter avec le président de la FIFA. Ça a duré quelques secondes. Ça s'est terminé dans des sourires. Bref, rien ne s'est passé. Ça aurait été un geste fort de la part de la ministre de dire « je n'y vais pas ». Puis elle envoyait un ambassadeur, que sais-je, pour qu'il y ait une forme de présence, hein. Alors, on va parler justement de ce boycott ou pas au niveau politique avec nos invités. Deux députés, l'une connaît très bien les bancs du Parlement régional bruxellois, l'autre vient de les découvrir ce vendredi. C'était le jour de sa prestation de serment. Je jure d'observer la Constitution. Ik zweer de grondwet na te leven. Bienvenue à tous les deux, Marie Nagy pour Défi et Alain Van der Elst, qu'on a vu sur ces images pour le MR. Alain Van der Elst, d'abord simplement votre sentiment après cette prestation de serment? Sensation de fierté et puis plein de projets en tête. Au niveau de la Coupe du Monde, vous êtes supporter? Je ne suis pas très foot, je l'avoue, mais quand c'est la Coupe du Monde, on suit les équipes belges et on est assez supporter par rapport à ça, oui, tout à fait. Marie Nagy, on parlait de la ministre Labib qui est partie et qui a montré ce brassard qui avait été interdit finalement au capitaine des équipes. Est-ce qu'elle a bien fait d'y aller et comment est-ce que vous recevez ce message? Alors je trouve qu'elle est bien allée avec son brassard, etc. Mais on a envie de dire tout ça pour ça. Parce que malgré tout, il y a un peu d'explications sur qu'est-ce qu'elle a obtenu réellement, quel est le message réel qu'elle a fait passer au Qatar. Et donc, voilà, elle l'a fait. C'est peut-être mieux que rien, mais franchement, par la suite, il y a beaucoup peu d'effets. Et je crois que la question de cette Coupe du Monde était réglée il y a 11 ans quand on a, à cause de quand même pot de vin, etc., fermer les yeux sur la situation du Qatar. Moi, j'espère que tout ceci, parce que ça fait réfléchir, ça fait débattre, etc., va servir quand même, lorsqu'on devra renouveler le mandat du président de la FIFA, à se dire, est-ce que la fédération belge va à ce moment-là prendre une attitude plus courageuse et contester la FIFA telle qu'elle est aujourd'hui, un peu mangée par l'argent, et à tout le moins ne pas soutenir le fait que le président se représente. Parce que voilà, le football doit être une fête et il ne peut pas se faire sur le sang et sur une manière de traiter les êtres humains qui n'est pas digne. Vendredi matin au Parlement bruxellois, les députés et maires portaient le brassard. Exact. One Love, vous l'avez porté aussi? Je l'ai porté également. Après la prestation de serment? Après la prestation de serment. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un signal. Ce qui me dérangeait, enfin moi je ne suis pas pour le boycott, donc par rapport à la Coupe du Monde, mais par contre, ce qui m'a dérangé, c'est des modifications de réglementation à la dernière minute. Et donc le brassard, par exemple, que nos joueurs devaient porter ont été interdits. Et donc on s'est dit qu'au niveau de notre Parlement bruxellois, il était important de pouvoir marquer le coup par rapport à ça. Ouais, les collègues des autres partis n'ont pas suivi. Chacun fait ce qu'il veut. Je trouve que notre groupe était uni par rapport à cette situation et cette problématique, et on l'a tous porté. Le Parti socialiste a porté le brassard à la Chambre. Oui. Ils ont fait photo, et puis après ils ont fait une photo parce que c'était le même jour avec la main Stop aux violences faites aux femmes. Voilà. Donc en termes de communication, on est à 15 partout entre les libéraux et les socialistes là-dessus. Est-ce qu'il y aura, Michel Gaillard, un avant et après Coupe du Monde au niveau de la FIFA, de l'image qu'elle a? Alors, sur l'image, oui, parce que y a des gens qui regardaient tout ça de loin, les militants, peut-être les plus engagés, savaient que c'était un monde fortement dicté par l'argent, et puis d'autres qui étaient simplement amateurs de football, là maintenant, ont été choqués. Donc, continuez à regarder, continuez à alimenter les caisses de la FIFA et des fédérations, etc., et de tous les sponsors qui gravitent autour de ce monde-là. Et puis alors, il y a quand même, dans l'attribution des règles, nous dit-on, dans les règles d'attribution des Coupes du Monde, désormais d'abord, les pays ne pourront plus se cacher, les votes seront connus, donc on saura qui a voté pour quel pays organisateur, et puis l'impact environnemental fera partie des critères
d'attribution. Donc il faudra cocher ces cases-là dedans. Restons quand même lucides, le Qatar a payé pour avoir cette Coupe du Monde. On voit qu'ils ont de tous les côtés arrosé, ils y sont allés, comme ils l'ont toujours fait pour plein d'autres compétitions, notamment sportives qu'ils organisaient. Donc il continuera à y avoir ces effets-là, mais peut-être que oui, il y aura dans les règles un petit changement. Et donc ça montre quand même que le travail de la presse, des militants et puis des simples citoyens qui par moments boycottent, s'offusquent, communiquent là-dessus, est un peu efficace par voie de conséquence, par effet papillon. On a parlé des supporters qui ont un petit peu du mal à boycotter parce qu'ils ont leur passion, mais il y a pas mal d'associations qui se sont mobilisées pour faire un peu des contre-opérations Coupe du Monde à Bruxelles, Sven Sveni, notamment dans le monde arc-en-ciel, on va dire, qui défend homosexuels et autres. Ouais, je pense que cette Coupe du Monde a peut-être conscientiser que ce qu'on pensait pour acquis, pour tout le monde, ne l'est pas encore. Les droits de l'homme, les droits des travailleurs, l'homosexualité, le respect, le choix de vie, le choix de s'aimer, d'aimer qui on veut, normalement est accepté partout en Europe. Mais manifestement, au Qatar, c'est pas encore... ils ont une autre vision des choses et que ce soit à ce point... qui soit à ce point fermé à ce que les autres pensent, en fait, puisqu'il y a eu pas mal de supporters qui n'ont pas pu accéder au stade parce qu'ils affichaient ce drapeau ou parce qu'ils avaient juste une autre vision des choses. J'espère que ça va ouvrir les yeux aux organisateurs et qu'ils vont davantage faire attention à qui ils acceptent comme pays pour accueillir cette Coupe du Monde. Alain Van der Helst, vous avez été à Échevin il y a plusieurs années, à Evere. Aux autres Coupes du Monde, il y avait des grands écrans sur les places publiques. Oui. Si vous aviez un peu de politique fiction, imaginons que vous étiez encore en poste à Evere aujourd'hui, vous auriez poussé pour un grand écran ou pas? Cette année-ci, il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas, et je trouve ça dommage parce que voilà, on est à 10 ans après. Comme l'a dit ma collègue, c'est en 2011 qu'ont été attribuées la Coupe du Monde au Qatar. On est 10 ans après. Je trouve ça un peu dommage de boycotter maintenant. Donc cette Coupe du Monde est aussi importante pour les gens qui aiment le football, mais il faut savoir que chez nous, dans nos pays, on est très football, et donc dans les établissements, dans les communes, ça crée quand même une ambiance. On sait tout ce qu'on a vécu ces dernières années, et donc on se retrouve à la fête autour d'un verre et en regardant un match de football. Je trouve ça très intéressant. Et je trouve que ça casse un peu toute l'ambiance par rapport à ce qui se passe maintenant. Et je comprends les gens qui veulent boycotter, et je respecte ça. Je trouve ça dommage qu'on boycotte maintenant, alors qu'on aurait pu mettre une pression il y a 10 ans par rapport à cette attribution. Ça fait un peu tard. Ou alors simplement dire, écoutez, on boycotte, donc aucune équipe envoie des joueurs. Mais ça ne serait pas fait non plus. Donc je trouve ça un peu... Voilà, on est sur 2 poids 2 mesures, et donc moi je trouve intéressant, puisqu'elle est là, vivons-la, et puisqu'elle est là, envoyons une délégation, ce qu'on a fait, ce que le Premier ministre a fait, et la décision du gouvernement, et voilà, et on essaie de faire passer nos messages. Pour moi c'est ça Et alors évidemment dans les communes, moi je suis partant évidemment pour faire la fête autour des joueurs et des Diables Rouges. On précisera qu'on a vu des communes dire « on ne fera pas d'écran géant », dont moi, les élus locaux m'avaient déjà dit il y a 1 an ou 2, enfin même à la dernière Coupe du Monde, donc à l'Euro il y a 2 ans, mais dit « on n'en fera pas la Coupe du Monde parce que ce sera en hiver ». Et voilà. Et donc après, on en fait un axe de communication en disant « mais chez nous, on va respecter les droits de l'homme ». Cela dit, que reste-t-il si on dit on ne boycotte pas, parce que ça a été attribué il y a 10 ans ou 12 ans, et que voilà, c'était pas de notre... Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme citoyens, à part le boycott? Mais oui, mais boycotter à quel niveau? Ou alors on boycotte tous, mais si une partie boycotte et les autres profitent de ce boycott pour eux s'en mettre aussi plein les poches en plus, je ne vois pas l'intérêt. Je trouve que la Coupe du Monde est lancée. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu des problèmes. On sait par rapport à la construction des stades, par rapport à toute une série de choses, par rapport à la reconnaissance des droits de la femme, LGBT. Mais je trouve qu'elle est lancée. Profitons-en, jouons, mais qu'on emploie cette Coupe du Monde-ci au Qatar pour les prochaines, donc voir ce qu'on va faire ou ce qu'on ne va plus faire pour les prochaines années ou les prochaines Coupes du Monde. Ça, c'est important. Donc, il faut employer cette Coupe du Monde-ci, en profiter, mais voir ce qu'on va en faire dans les années futures. Voilà, en espérant qu'on ait la mémoire, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais là, on sera là pour rappeler, évidemment, et je trouve que ça, c'est le rôle du politique, de rappeler à ce moment-là qu'au Qatar, il y a eu toute une série de problèmes ou de dysfonctionnements qu'on ne veut plus dans les prochaines Coupes du Monde.
Après cet événement qui se voulait festif et qui est polémique, on a un autre événement qui vient de commencer vendredi, ce sont les plaisirs d'hiver au centre de Bruxelles, ce grand marché de Noël avec toute une série d'activités. Évidemment, l'enjeu de la crise énergétique était derrière et donc jeudi dans l'émission Plus d'actu, on posait la question à l'échevine Delphine Houba de ce qu'il en était du maintien de la patinoire. J'ai placé la durabilité au cœur de mes priorités. Mais la durabilité, c'est quoi? C'est pas que l'environnement, c'est aussi les aspects sociaux et économiques. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de villes en Wallonie ou ailleurs qui ont renoncé aux patinoires cette année, justement parce qu'elles craignaient une facture énergétique trop élevée. il y a beaucoup de villes qui le font aussi, comme Anvers, Liège et Charleroi, qui ont maintenu leur patinoire. Donc notre patinoire, elle est couverte. Ça permet de limiter les déperditions d'énergie. Elle est avant tout fréquentée par des familles. C'est 40 000 personnes qui, pendant 5 semaines, viennent à la patinoire. Des gens qui ne partiront pas forcément en vacances. Il y a eu le Covid, les gens ont du mal à payer leurs factures. C'est important qu'on puisse leur offrir des moments de détente et de convivialité. Alors Marine Agy, vous êtes aussi conseillère communale à la ville de Bruxelles. Il fallait maintenir cette patinoire ou pas? Je pense que ça peut se discuter parce que les arguments que Delphine Houba avance, sont valables. Je crois que pour beaucoup de familles qui aujourd'hui se trouvent dans une situation un petit peu en difficulté, aller à Plaisir d'hiver, offrir aux gamins, offrir la patinoire, c'est bien. Maintenant, c'est sûr qu'une patinoire, c'est énormément d'énergie, surtout s'il fait... Alors, je sais qu'à la ville, ils ont été particulièrement attentifs pour essayer de garder la température, c'est-à-dire d'éviter que si les températures extérieures sont trop élevées, il y ait quand même une possibilité de récupérer pour que la patinoire ne consomme pas trop. Elle consomme beaucoup, mais voilà. Donc moi, je trouve que finalement, honnêtement, dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est plutôt une bonne solution. Mais il faut être conscient que c'est un effort important et que peut-être on devrait poursuivre toute cette réflexion sur la modération, sur notre type de consommation de l'énergie, parce que c'est un bien qui est important, qui est rare, qui est vital. Et donc, j'espère que notamment la ville avancera et la région avanceront dans les propositions de sobriété énergétique, c'est-à-dire que ça s'adresse aux magasins, ça s'adresse aux bureaux qui laissent leur lumière allumée toute la nuit, même quand ils sont vides, que ça s'adresse peut-être au chauffage que l'on met dans les terrasses. Donc voilà, utilisons plaisir d'hiver comme un enjeu pour pouvoir profiter de la ville, pour pouvoir donner à toutes ces personnes qui n'ont pas la capacité de se payer des vacances. Est-ce qu'il ne fallait pas un geste symbolique finalement? La patinoire, c'est surtout un symbole. Est-ce qu'il fallait pas ce symbole? Mais est-ce que c'est le bon symbole? Est-ce que c'est le bon symbole vis-à-vis de ces familles qui, elles, ne pourront pas aller se payer des vacances en Suisse ou ailleurs pour profiter vraiment, ou en France ou en Autriche On aurait pu mettre une patinoire à roulettes. J'ai pensé exactement. C'est ce que l'opposition avait demandé, avait proposé. Exactement. En fait. Moi, j'entends bien que les plaisirs d'hiver, c'est effectivement un grand moment de partage. C'est l'occasion pour toutes les familles qui ne peuvent pas partir ou qui ne veulent pas partir de se réunir, de se retrouver, de profiter de cette ambiance un peu magique qu'il y a avec la fin de l'année. Après, je sais que l'opposition avait demandé pourquoi ne pas remplacer cette patinoire à glace par une patinoire avec des patins à roulettes. Je pense qu'il y a effectivement d'autres moyens de s'amuser, d'organiser des activités que de maintenir cette patinoire. Et moi, je me demande un petit peu quel est le coût en fait, que ça représente pour la ville de maintenir non pas une, mais 2 patinoires. Ouais, il y a peut-être un coût aussi quand on est engagé vers une entreprise. Je suppose que le contrat il a été signé il y a bien longtemps pour installer cette patinoire. Très honnêtement, je pense que vu les fréquentations de plaisir d'hiver, les coûts sont largement couverts par les fréquentations. Donc ça, c'est un élément... Oui, mais je veux dire, annuler le contrat, c'est quelque chose qui aurait coûté sans doute très cher à la ville. Et je pense qu'on peut réfléchir à ça très honnêtement. Je ne pense pas que faire du patin soit la même chose que faire du patin à glace. Peut-être que dans nos changements climatiques, on se remémorera, on se rappellera de l'époque où il y avait encore des lieux où on pouvait faire du patin de manière naturelle, mais qu'effectivement, peut-être que ça deviendra quelque chose de totalement hors habitude. Mais aujourd'hui,
avec les précautions que la ville a prises, je pense que c'est un beau cadeau, mais c'est un cadeau qui est coûteux énergétiquement. Et ça, je crois qu'il faut en être totalement conscient et informé, parce que ce sont le genre de choses que petit à petit, nous devrons modifier. Plaisir d'hiver, c'est aussi un gros argument marketing pour la ville de Bruxelles. On sait qu'il y a des concurrences entre les grandes villes européennes pour attirer les touristes, attirer le public. Ici, il y a une étude qui a été donnée par un site de voyage en ligne qui dit que les plaisirs d'hiver sont à la première place des 50 meilleurs marchés de Noël du monde devant Berlin. Il faut toujours voir, évidemment, comment on fait ces études, on est bien d'accord. Ici, notamment, on a des critères, c'est les publications sur TikTok, donc il y a beaucoup de choses. Mais ce plaisir d'hiver, il a quand même un enjeu très, très important au niveau économique. Il faut garder ce genre de... continuer à développer, malgré la crise, ce genre d'événement. Ah oui, tout à fait. Ces 200 chalets, c'est quand même plein de petits indépendants qui mettent déjà en place actuellement leur chalet pour des ventes, que ce soit boissons, horeca, mais dans des spécificités comme des décorations. Je trouve ça très très important, d'abord pour le rayonnement de Bruxelles, de 1, parce que quand Bruxelles rayonne, toute la région rayonne évidemment, parce que c'est impactant. Et puis l'économie, cette économie qui est pas une petite économie, ma collègue l'a dit, donc c'est quand même beaucoup d'argent, des gens qui parviennent, et on connaît les temps difficiles actuellement, qui peuvent petit à petit se faire un peu plus d'argent tout en étant dans une ambiance festive. C'est des familles qui se retrouvent, c'est le vivre ensemble. Et donc, moi je trouve que par rapport à la situation des fêtes, parce qu'on a entendu les gens, certaines personnes, oui, mais on doit couper les éclairages lumineux, on doit... Oui, dans les magasins, dans les enseignes, au lieu d'être allumés jusqu'à 12 heures, c'est à 9 heures, ça ne va pas déranger. Par contre, les illuminations festives doivent rester et doivent être allumées à partir de 4 heures, parce que voilà, c'est festif, et je trouve qu'on en a tous besoin. On est dans une situation où on sort de crise, on sort d'un Covid, on est dans une situation maintenant financière où beaucoup de gens sont en difficulté financière, et si on peut leur donner un peu de bonheur, et même avec une patinoire qui coûte, et je suis assez d'accord, mais comme je suis d'accord avec vous par rapport à la patinoire sans glace, donc à roulettes, pourquoi pas? Mais cette année-ci, ok, laissons faire et laissons les gens s'amuser, se retrouver dans une ambiance où on vit tous ensemble au centre de Bruxelles et tout ça va rayonner et les gens vont se sentir bien pour ces fêtes. Michel Gaillard, vous irez au marché de Noël ? Non, c'est ça l'avantage des marchés de Noël, c'est comme la Coupe du Monde, on n'est pas obligé de regarder. Et moi je suis contre l'obligation de boire du mauvais vin qu'on a chauffé en ayant froid et en achetant toute une série d'objets qui pour moi en tout cas généralement finissent au mieux au placard, au pire à la poubelle, parce que dans ces 200 échoppes, j'ai pas l'impression que ce soit tous des produits de première nécéssité. Et donc tout ça me paraît être quand même un petit peu à contre-courant de beaucoup de tendances dans la société. Oui, mais on a rebaptisé le ministère de l'économie en ministère de la transition économique à Bruxelles. On pourrait faire une transition dans les plaisirs d'hiver et vendre des choses un peu plus durables. Ce serait matière à réflexion. Je suis totalement d'accord, Michel, parce que moi, ce que je voudrais voir accompagner ce plaisir d'hiver ou ce marché de Noël, c'est une dimension plus culturelle. C'est de dire, et quelque part, la patinoire, c'est pas cacheté, vous voyez, c'est aussi être dedans, mais avoir des concerts, avoir des petites rencontres où on pourrait chanter, où il y aurait une autre dimension. La lumière apporte cette dimension de la promenade et de profiter les parcours lumineux sont incontestablement une réussite et ils drainent énormément de monde à Bruxelles. De la ville et on n'est pas obligé de dépenser. Maintenant, il y a aussi des lieux en ville où on peut prendre un bon verre, un bon chocolat chaud, qualité, etc. Et on n'est pas obligé d'aller. Non, mais c'est vrai que ça fait rayonner les autres commerces aux alentours. Mais c'est sûr que une dimension plus musicale, plus culturelle, plus rencontre pourrait venir compléter, voire petit à petit se substituer à cette idée d'un marché très, très commercial, mais qui draine énormément de monde, c'est vrai. Et pour moi, qui habite le centre-ville, un des enjeux aussi, c'est la compatibilité entre les résidents, les personnes qui habitent le centre-ville, et il y a beaucoup d'efforts qui est fait pour essayer de réduire un peu l'impact, mais ça reste un moment compliqué.
de cohabitation entre cette grande visite nombre de visiteurs et les possibilités pour les habitants de vivre un peu normalement. Ça va être les premiers plaisirs d'hiver combinés au good move du centre-ville. Ça va être il faut encore qu'on puisse arriver au plaisir d'hiver et se garer. Oui, Lichfield a invité les gens à venir en transport en commun de plus en plus. Tout le monde ne vient pas en transport en commun, donc il faut un parking, il faut une accessibilité au centre-ville, ce qui est pour le moment très compliqué. Voilà, alors le petit coup de gueule de Michel sur le mauvais vin chaud nous introduit très efficacement la rubrique suivante. La rubrique du « ça m'énerve, ça me ravit ». Donc je vais vous lire 5 propositions. Chacun, vous devrez en choisir une. On y va. Alors, les box des accusés du procès attentat sont enfin prêts. Le procès va pouvoir commencer. L'hôtel et le bar du Métropole ont été rachetés. Le difficile débat européen sur le plafonnement du prix du gaz. La campagne John DeFame contre le harcèlement sexiste. Et puis, plus local, le retrait des canicites à Woluwe-Saint-Lambert. Alors, Alain Van der Elst, qu'est-ce que vous choisissez ? Moi, c'est le Métropole. Parce que je suis vraiment très, très content que cet établissement soit repris. Et je crois que c'est pour 2024 ou 2025 qui sera réouvert. 2025, voilà, qui sera réouvert. Évidemment, c'est aussi un poids lourd dans la région bruxelloise et au cœur de Bruxelles. Et donc, comme je suis passionné par l'économie, par le développement des commerces et par la vie économique d'une commune, et tout particulièrement de notre région maintenant, et bien évidemment, pour moi, le Métropole est vraiment super important parce que c'est un très, très beau bâtiment, c'est un très, très bel hôtel, et je suis évidemment impatient de le voir ouvert. Alors, un mot sur le Métropole avant votre choix, Marie Lagy ? Mais moi, je trouve qu'enfin, c'est une bonne nouvelle. C'est important d'investir un petit peu dans l'infrastructure hôtelière de cette qualité, de cette, qui porte cette histoire. Les travailleurs ont fait vivre le café, bravo à eux. Et je me réjouis vraiment parce que Place de Brouckère... la place du Métropole est là et j'espère qu'il attirera une clientèle importante. Tout à fait. Michel Gaillard, un petit mot. Le politique c'est une question, il aurait pu faire quelque chose pour que le Métropole soit repris plus vite ou dans de meilleures conditions, parce que c'est une initiative privée, hein, c'est un investisseur qui met de l'argent sur la table et qui dit en 2025 on va faire quelque chose d'énorme. Et quoi, le politique il est là, il regarde ? Je pense que le politique a essayé de faciliter et de rendre accessible ce projet, mais ce n'était pas au politique de faire l'investissement. Privé. Ça, je pense qu'on... Non, mais on se souvient des conflits entre la direction précédente, quand l'hôtel fonctionnait encore, et le réaménagement du piétonnier. Oui. Ceci dit, maintenant, je pense que cette page-là est tournée, qu'il y avait aussi, on le sait, une réticence du groupe précédent à investir dans les infrastructures hôtelières elles-mêmes qui étaient un petit peu vieillottes et donc avaient créé un déclin et que effectivement la non-adaptation à la nouvelle situation de mobilité a fait que finalement cet hôtel a fermé. Mais je partage le point de vue, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour le centre-ville. Alors si on reprend notre liste là, de propositions, maintenant je vous propose de choisir, de nous signaler ce que vous avez choisi. Alors, voilà, on les réaffiche. Alors moi, ce qui m'énerve, c'est l'Europe et le plafonnement du prix du gaz, parce que cela fait maintenant 3 mois, si pas plus, que le gouvernement fédéral nous chauffe les oreilles en disant on ne va pas plafonner le prix du gaz et de l'électricité, que l'on sait est la seule mesure structurelle pour essayer d'aider et les ménages et les entreprises à faire face à la crise énergétique que nous vivons. Et qui disent que c'est l'Europe qui doit le faire. D'autres pays, l'Italie, la France, l'Espagne, l'Allemagne, disent nous, on avance de notre côté. L'Europe a dit vous pouvez avancer, mais je peux aussi vous faire une proposition. Elle fait une proposition qui est inapplicable et qui n'est pas bonne. Donc pour les consommateurs, pour les entreprises belges, ça veut dire que si le gouvernement fédéral, la Vivaldi, ne bouge pas, eh bien, nous allons continuer avec des rustines et des difficultés pour faire face à nos factures d'énergie. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très difficile. Donc, il ne faut pas attendre la réunion du 13 décembre au niveau européen. La Belgique doit avancer avant ça. Ça fait 3 mois qu'on le dit et je pense que ça devient de plus en plus évident. Ouais. Une réaction de quelqu'un sur ce point ? Non. La seule réaction, c'est qu'il faut qu'on soit cohérent au niveau de l'Europe. Il faut que tout le monde joue le jeu et que tout le monde soit sur la même ligne. Autrement, c'est là que c'est difficile. Il y en a 15 qui sont pour le plafonnement. C'est la difficulté de l'Europe, mais c'est une logique économique et c'est une logique pour tous les citoyens
européen. Ouais. Allez, on passe au sujet suivant. C'est, à mon sens, assez rare pour être souligné. La STIB, qui est quand même un organe régional qui s'occupe de la mobilité à Bruxelles, interpelle directement le gouvernement par voie de presse en disant il faut nous aider parce que les stations de métro, il y a une occupation des stations de métro qui est inadéquate. On ne sait plus faire face. Je vous propose de regarder ce reportage de Thomas Dufrane, Charles Carpro et Timothée Sempel. Ces images amateurs datent d'il y a quelques semaines. L'une des entrées de la station Isère est dans un coin, 3 personnes en pleine consommation de drogue. De plus en plus de stations sont concernées par cette problématique. Sur la même ligne de métro Botanique, les matelas se succèdent, certains occupants sont visiblement consommateurs de drogue. La problématique des personnes en déshérence, qu'ils soient toxicomanes, qu'ils soient sans-abri, qu'ils soient migrants ou qu'ils soient les trois ensemble ou les deux ensemble, est en augmentation clairement depuis, on va dire, l'été 2022, donc depuis l'après-Covid. Des situations qui peuvent provoquer des nuisances, de l'insécurité pour les voyageurs. Il faut faire attention. C'est quoi, à certaines heures, vous allez moins que d'autres ? Oui, on va pas sortir le soir, certainement pas. Je passe la journée, mais à partir de 19h, moi je ne passe plus par ici. Ici, nous sommes dans le hall de la station. Avant les portiques de sécurité, une zone non payante. Appeler la police ne sert pas à grand-chose. Cela revient plutôt à déplacer le problème dans une autre station. Et les agents de la STIB sont aussi débordés. Ce n'est pas notre métier de base, donc on travaille évidemment avec le secteur, on essaye de le traiter de la manière la plus sociale possible, mais aujourd'hui on est dépassé, on est complètement débordé et on a besoin d'une réponse structurelle à cette problématique. Message à destination de la ministre en charge des Transports et du gouvernement bruxellois. Ça veut dire qu'il faut trouver des solutions d'une côté humaine mais fermes. Des solutions qui ne sont pas faciles, sont des solutions qui vont faire en sorte que et la police, et le parquet, et le secteur social, et tous les niveaux de compétences se mettent ensemble. Une réunion d'urgence est prévue lundi. Reste qu'on touche aux problématiques de l'asile, du logement, de la précarité, et qu'on l'a compris, aucune solution miracle n'existe pour résoudre ces dossiers. Voilà, alors Zen-Vensveni, on voit bien que ces stations, en fait, elles accumulent elles concentrent en fait plein de difficultés qu'on voit bien dans les rues bruxelloises en général. Oui, alors effectivement, il y a plusieurs stations qui abritent des sans-abri. On voit la consommation de drogue, on voit une précarité en fait de plus en plus visible, non seulement dans les stations mais aussi dans les rues. Et pour moi, en fait, ce n'est pas uniquement les stations de métro, mais il y a aussi les gares, en fait, comme la gare du Nord, qui fait face à énormément de problèmes. Et toute la question que pointe non seulement la STIB, mais aussi les bourgmestres de Saint-Josse, de Evere et d'Escarbeek, c'est que fait-on pour aider ces personnes, en fait. La police est débordée, n'arrive pas à gérer cette situation en sachant que de base, c'est la police des chemins de fer qui doit s'occuper de ça. Donc, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur des stations et puis qu'est-ce qu'on fait à l'extérieur, où là, ça redevient du local. Donc, qu'est-ce que la région attend? C'est pas nouveau. Les bourgmestres ont tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps. Qu'est-ce que la région peut faire et qu'est-ce que le fédéral peut faire en sachant que les budgets sont serrés et difficiles pour tout le monde? Alain Van der Elst, oui. Le fédéral, la majorité, c'est l'EMR. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, ce n'est pas le fédéral. Hein. On se retrouve mais quand tous même les dans bourgmestres interpellent le fédéral par rapport à ce qui se passe. Oui, mais on interpelle vite le fédéral. Mais entre les communes et le fédéral, il y a quand même la région, il y a quand même la STIB. Et donc, on sent quand même un désinvestissement au niveau de la STIB et au niveau de la région par rapport à leur police. Et donc, voilà, il faut à mon avis, une certaine fermeté, tout en travaillant en même temps avec la partie sociale, donc avec toutes ces organisations sociales. Mais on doit absolument sortir, en parlant maintenant métro, je ne parle pas de l'extérieur, mais déjà pour la partie métro, on se retrouve dans une situation où des parents, des enfants font face à des situations quand même catastrophiques, des gens qui se droguent, et j'en passe et des meilleurs, avec une insalubrité, avec des matelas, avec toute une série de choses qui mettent les gens mal à l'aise et qui n'incitent pas à prendre le métro. Sur le constat, tout le monde est d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens qui sont là? Comme dans les gares, la même chose. Mais d'abord, une fermeté. D'abord, il faut pouvoir on doit pouvoir les sortir. Il faut évidemment... Mais ça, c'est par rapport à fait d'asile, et ça, vous avez raison, c'est au niveau du fédéral. Mais ici, au niveau régional, déjà sortir au niveau des métros et qu'est-ce que j'avais dit? Oui, c'est ça.
Les sortir, et puis oui, après les sortir au niveau des métros et pouvoir les loger déjà en hiver il y a pas mal de bâtiments à Bruxelles. Il y a des bâtiments qui sont vides, et des bâtiments qui sont en attente de construction, enfin en attente de transformation par contre. Et là, on pourrait les loger pendant le temps de l'hiver et permettre évidemment déjà à la STIB de sortir toutes ces personnes. Maintenant, on ne sait pas faire des miracles. J'ai regardé devant le petit château, au-dessus du pont, on se retrouve aussi avec des cartons, des matelas. Et on retrouve de plus en plus dans notre région ce genre de problématique. Donc, pour le moment, dans un premier temps, essayer d'exploiter les bâtiments qui sont vides et de mettre dans un premier temps ces gens à l'abri pour l'hiver. Et puis, évidemment, il faut trouver une solution par rapport au fait d'asile. Mais vous savez comme moi que fait d'asile, pour le moment, a un problème. Je crois que même le directeur est parti. Donc, il y a toute une série d'organisations, de problèmes organisationnels par rapport à ça et de manque de place. Mais pas seulement ça, il y a un problème aussi dans le timing et dans l'organisation, dans le temps que ça prend pour trouver ces logements. Et là, il faut être beaucoup plus réactif. Marine Nagy. Mais je ne peux pas dire que la région désinvestit dans la STIB. Ce n'est pas vrai. La région a un budget pour la STIB de 1,190 milliard d'euros. Il est en augmentation de 9%. Et il représente 16% du budget de la région. Donc, c'est quand même un effort considérable que la région fait. Je parle de désinvestissement. Non. Je dis simplement qu'il y a un budget gigantesque, plus d'1,1 milliard pour la STIB, que sont payés par les Bruxellois. C'est un investissement colossal. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème, et je trouve qu'il faut soutenir la STIB dans cet appel qu'elle fait aux autorités, parce que c'est vrai. Tous ceux que fréquentons, enfin, tout le monde qui fréquente les stations de métro comme les gares se rend compte qu'il y a une situation humanitaire qui est juste pas gérable et pas gérée. À ceci, comme réponse, Fait d'asile est terriblement responsable. Et la Belgique est condamnée tous les jours par la Cour européenne pour non-assistance aux personnes en danger, et aussi parce que la Belgique est signataire d'une convention de protection et d'asile, la Convention de Genève. Et la Belgique ne respecte pas cette convention, parce qu'elle est censée, lorsque les personnes sont reconnues comme demandeurs d'asile, voire lorsqu'ils sont demandeurs d'asile, leur donner un logement ou de leur permettre de trouver un logement. Fait d'asile dit on ne sait pas faire ça parce qu'on n'a pas assez de personnel. Je pense qu'il y a des solutions qui sont proposées par les associations, notamment l'utilisation de chambres d'hôtel, notamment l'utilisation des lieux qui sont aujourd'hui aménagés. Et si on n'a pas de personnel, je pense qu'il faut réquisitionner l'armée. On est dans une situation humanitaire vraiment dangereuse. Et donc, moi, je trouve inacceptable de juste voir les choses se faire comme ça. Ça, c'est un élément pour les demandeurs d'asile et pour toutes ces personnes qui se trouvent, comme vous le signalez, dans des cartons en face du petit château ou dans les gares. Il y a aussi le problème des sans-logements, des sans-abri. Il y a 5000 sans-abri en région bruxelloise. La moitié, c'est des personnes qui n'ont pas de documents. Parce qu'il y a aussi une politique d'immigration qui est une politique qui ferme les yeux, ne veut pas voir les problèmes. Le fédéral, là, à nouveau, j'ai rarement vu dans ma vie politique, et elle est longue, une situation humanitaire aussi grave vis-à-vis et des demandeurs d'asile et des personnes transmigrants. Il y a aucune prise en charge, même humanitaire, et c'est Médecins sans frontières, c'est Médecins du Monde qui doivent se charger. Il y a la région bruxelloise qui a ouvert le hub humanitaire et qui soutient les associations, vraiment, et c'est un coût important. Donc il faut le dire et reconnaître le travail que le gouvernement bruxellois a fait. Et puis, il y a, oui, un problème, effectivement, de rapidité dans la politique du Housing First, c'est-à-dire la politique où on sort les personnes sans logement de la rue. Qui est l'option mise en place par la région. C'est l'option mise en place par la région.
d'asile, vous pointez la capacité de fait d'asile. On note au passage, Stéphanie Meyer, que le MR bruxellois dans l'opposition pointe le manque de budget de la STIB, dont une grosse partie est sans doute prise par extension, construction du métro, etc. Et Défi, dans l'opposition au fédéral, pointe le manque de moyens du fédéral dans ces politiques. Mais quand on parle de la problématique vraiment des drogués, qui est celle pointée dans le reportage par Thomas Dufresne, on a de ma fréquentation du métro, ni des migrants ou transmigrants, ni des sans-abri traditionnels, avec des personnes qui sont dans une urgence immédiate. Et on a la STIB qui nous dit quand même quelque chose de très interpellant dans le reportage. Elle dit, nous ne sommes pas qualifiés, pas habilités à les interpeller, ce que je peux entendre. Ce n'est pas un vigile, je termine, d'une entreprise privée qui est formée pour attraper quelqu'un qui est sous influence parfois de crack ou de drogue très dure. Et puis elle nous dit autre chose, elle dit, ça s'est accentué depuis la fin de la période Covid. Donc ça montre que certaines aides régionales ou fédérales ont tapé à côté. Et donc là-dessus, il n'est pas question d'être dans la majorité ou dans l'opposition. À un moment donné, il y a un appel clair de la STIB à tous les niveaux de pouvoir, et vos partis sont chacun à des niveaux de pouvoir rapidement associés. là-dessus. Moi, je soutiens tout à fait cet appel de la STIB. Elle a raison. La région et la ville de Bruxelles ont ouvert une salle de consommation pour justement essayer de répondre en partie à cette problématique. Alors, tout le secteur social, tout le secteur de l'aide, de la santé mentale, etc., sont en difficulté parce que malgré des financements importants, ils ne sont pas suffisants. Donc, je trouve que ça, il faut le reconnaître. Et il y a des projets qui se développent en social santé, mais on sait aussi qu'il faudra encore faire des efforts. Et quand je dis le milliard d'investissement à la STIB, ce n'est pas pour dédouaner, c'est pour dire que la région investit beaucoup. Mais ici, il y a un appel qu'il faut entendre et je pense qu'il y a différents acteurs qui doivent le faire. On a bien envoyé les militaires dans les prisons. Oui, c'est vrai, mais il y a un montant, et je suis tout à fait d'accord, mais ce n'est pas parce qu'il y a un montant que ce montant est bien utilisé. Donc, il y a aussi beaucoup d'investissements au niveau matériel, mais aussi au niveau sécurité, parce que le fait de laisser petit à petit, parce que c'est crescendo, donc il y a une personne, il y a deux personnes, donc il faut déjà attaquer à la base, quand il y a une ou deux personnes, pouvoir les sortir. Le problème, c'est qu'une personne amène une autre, et on se retrouve avec une situation catastrophique. Après, on dit on ne sait plus rien faire. Donc, il y a un moment, il faut réagir plus vite. Vrai aussi il faut une efficacité par rapport. Je comprends par rapport au social. Et qu'il n'y a pas de personnel de garde dans les stations de métro, et c'est un problème parce que. Mais ce n'est pas depuis cette législature. Non, mais je ne parle pas de la législature. Il y a très longtemps, je réponds à la question par rapport au social. La STIB a fait le choix de ne plus avoir des gardiens de mezzanine, des gardiens dans... Mais il n'y a pas eu de désinvestissement. Oui, parce qu'il faut absolument... Mais là, il y a du matériel. Il n'y a pas eu de désinvestissement, il y a eu simplement un choix dans les politiques de personnel de la STIB qui fait qu'effectivement, dans les stations de métro, aujourd'hui, on peut considérer qu'à partir d'une certaine heure, il n'y a plus personne. On va conclure sur cet élément-là parce qu'on doit enchaîner. Les femmes le savent. Sachant que la STIB doit réinvestir justement dans le gardiennage de ces infrastructures et éviter justement une accumulation de ces personnes droguées ou en difficulté. Allez, on passe aux têtes d'affiche. Je vais vous proposer 4 personnes qui ont fait l'actualité cette semaine. Vous devez en choisir chacun un. Alors, on commence par vous, Marina J. On a Nicolas Bouba, qui est champion du monde amateur de bodybuilding naturel. On a Michel Dehert, échevin inculpé, suspendu de ses attributions à Scarbeck et de certains droits au sein de son parti. Marie-Christine Marguem, députée fédérale et maire, et sa fameuse proposition de prolongation du nucléaire, qui a fait frémir la majorité. Et puis Grégory Laurent, qu'on vient de voir, nouveau commissaire général à la Foire du Livre. Qui choisissez-vous ? Je vais prendre Grégory Leroy. Je trouve que c'est... Le Grand, pardon. Je trouve que c'est une belle fonction et que la Foire du Livre est un événement comme je voudrais en avoir beaucoup sur Bruxelles, c'est-à-dire un événement culturel autour du thème du livre. Et remplacer Marie Noble, ce n'était pas une mince affaire. Elle vient d'ailleurs d'être désignée à Charleroi. Donc ça montre la qualité de la personne et donc je lui souhaite beaucoup de chance. Pas un mot sur Michel Dehert. Mais Michel Dehert, le comité de sages de défi a pris une décision mercredi. Il est suspendu de son droit de vote et de toutes ses missions ou mandats à défi. Voilà, c'est clair. Il faut attendre la suite. Et je pense que maintenant, la justice suit son cours. Il n'a plus d'attribution en tant qu'échevin. Le président devrait faire
un geste plus clair, selon vous, puisque vous êtes en pleine campagne et qu'apparemment c'est assez tendu entre notamment les deux candidats bruxellois? Mais je crois que les statuts de défi ont été très très bien portés ici, c'est-à-dire c'est le comité de sages, donc des personnes qui sont à même d'évaluer et qui a pris une décision qui est quand même une décision dure, c'est-à-dire de suspendre et d'enlever tous les mandats et le droit de vote à Michel Deher. Quelqu'un qui est quand même encore présumé innocent. Et je dis, et la justice maintenant va dire sa vérité, va investiguer, et je pense que c'est un peu le respect de la présomption d'innocence, comme de la présomption des victimes d'être entendues, et également. Alain Van Der Elst, on passe à vos têtes d'affiche à vous. On a d'abord Raphaël Liégeois. C'est pas les mêmes. Ah oui, d'accord. Raphaël Liégeois, cet astronaute belge sélectionné par l'Agence spatiale européenne. On a la ministre Elke van den Brand qui obtient une augmentation de son budget mobilité régionale malgré la crise. Stéphane Obeit, votre collègue qui conduira une liste MR Open VLD à Gansoren au communal, et puis l'Union Saint-Gilloise. Lauréate du Bruxellaire de l'année, qui est-ce que vous choisissez? J'en aurais pris plusieurs, mais je vais prendre mon collègue Stéphane Obeit, voilà, qui a annoncé qu'il faisait une liste Open VLD. Comme... Juste au moment où ça avait des petites tensions entre MR et Open VLD. Des tensions. Ouais, voilà, c'est deux partis frères, c'est deux partis libéraux, et donc voilà, il y a des fois des divergences de vues par rapport à certains sujets, mais je crois qu'on reste quand même une grande famille libérale. Et Stéphane Obeit a bien fait, donc, et je crois qu'à la ville, c'est la même chose. Je crois que le MR et le VLD vont travailler ensemble. Et donc, je trouve ça une bonne chose. Donc, le point de vue de notre président et maintenant chef de groupe David Lester est de pouvoir, dans chaque commune, avoir cette union des libéraux, MR et Open VLD. Et je crois que ça va dans une logique par rapport à la politique de notre commune. Ça va dans une logique aussi par après, et je l'espère, par rapport à la région. Parce qu'il y a... Je ne comprends pas d'avoir une séparation entre un Open VLD et un MR alors qu'on est quand même à 85%, si pas 90%, sur la même longueur d'onde par rapport à ces divisions politiques et économiques de notre région. Oui, il y a quand même des gros frémissements la semaine dernière. Il y a toujours des frémissements. On en vient avec justement quel frémissement avec ce coup de tonnerre qu'il y a eu dans le ciel bruxellois vendredi dernier, lorsque Alexia Bertrand a annoncé qu'elle passait de la région vers le fédéral, du MR vers l'Open VLD. Le lendemain, le maire régional était un peu groggy, hein, ça on va quand même le dire. Je vous propose de regarder ce reportage de Jean-Michel Herbin, Loïc Bourlard et Hugo Moriarmé. Voici le nouveau chef de groupe du MR au Parlement bruxellois. David Lester succède donc à Alexia Bertrand, partie à l'Open VLD hier pour devenir secrétaire d'État au budget. Un transfuge qui a créé une énorme surprise dans les rangs du mouvement réformateur. On l'a appris vraiment dans les dernières minutes avant, je dirais, la prestation de serment. C'est quelque chose qui a été très précipité, qui s'est fait très rapidement, en presque 1 heure ou 2. Et donc oui, c'était une surprise. Alexia Bertrand a pris tout le monde au dépourvu. Elle n'a même pas réussi à joindre son président de parti. Voilà, la vie est parfois faite d'inattendus, de surprises et de détours, mais quand je reçois un appel de la famille libérale et de l'Open VLD pour venir renforcer la famille libérale, il me semble que je dois prendre mes responsabilités et le faire. Certains diront qu'il s'agit là plus d'une revanche pour celle qui avait été snobée par son président de parti lors de la succession de Sophie Wilmès. Oui, c'est sans doute une forme de revanche. Oui, c'est sans doute une forme de pied de nez. C'est peut-être pas l'ambition première, dans la mesure où par ailleurs l'arrivée d'Adjal Habib faisait aussi que la compétition en perspective de 2024 sur les listes du MR bruxellois allait être une compétition sévère. La pris une voie tangente. Le MR bruxellois perd donc une figure importante. Alexia Bertrand représentait le rajeunissement du mouvement réformateur et visait la présidence de la région aux prochaines élections. Pour David Lester, la présence d'Alexia Bertrand au fédéral présente des avantages au sein de la famille libérale. Des ponts pourront encore plus facilement être créés entre l'Open VLD et le MR sur différents niveaux de pouvoir. Alors, Alain Van Der Elst, vous bénéficiez finalement de ce siège qu'elle a laissé à la région. Ça vous avait permis d'entrer au Parlement vendredi. Exact. Mais quel est l'état d'esprit au sein du MR bruxellois maintenant après ça? Est-ce qu'on est encore amer? Comment est-ce qu'on vit les choses? Non, je crois qu'on est serein. C'est vrai que vendredi, on a tous été surpris. Moi, le premier, par le fait, mais c'est assez cocasse, puisque j'étais en réunion justement avec le président David Lester et avec Sven Gatz pour tout à fait autre chose. Et on s'est fait surprendre par... le retentissement de nos téléphones qui vibraient à outrance. Et puis voilà, tout à coup, on a découvert, comme vous, comme les journalistes,
le départ d'Alexia vers ce poste au fédéral. Oui, parce le MR avait beaucoup investi sur elle, hein, elle était chef de groupe. Oui, bien sûr, mais elle est chef de groupe. Elle a été chef de cabinet chez Didier Reynders, donc elle a toutes ses compétences et cette rigueur, évidemment, et surtout dans le budget, donc je crois qu'elle est bien à sa place. Et elle était passionnée par le fédéral. Elle a eu un appel qui lui propose un poste au fédéral et dans ses compétences. Je crois que voilà, pourquoi refuser? Je ne crois pas qu'il y ait vraiment... Et franchement, quand j'ai vu hier à la prestation de serment, on sent que l'équipe est soudée. Et je crois qu'avec David Lester, qui est quand même un personnage et un président et maintenant un chef de groupe dynamique, on va pouvoir faire du bon boulot. Et c'est vrai que c'est dommage. On le reconnaît, c'est dommage. C'est une personne de qualité et une personne importante. Mais voilà, la vie politique fait que... Et puis, comme vous dites, il y a des fois la partie positive. J'ai pu enfin rentrer au Parlement et pouvoir travailler avec ce groupe. Michel Gaillet. Le bonheur des uns fait le bonheur des autres. Oui, voilà. La séquence sur papier, tout va bien. C'est deux bonheurs. Alexia Bertrand est contente, elle a voilà. le destin qui lui était promis. Alain Van Der Helst est content, il devient député. Et les présidents du MR, le président régional, le président fédéral, Jean-Louis Boucher, sont tous les deux contents parce qu'ils se sont débarrassés de quelqu'un à qui il faut trouver une place sur les listes, et qui était en concurrence quand même avec David Lester. Pour la tête de liste, c'était sorti dans la presse. En pratique, les coulisses sont moins glorieuses. 6 000 voix de préférence, Alexia Bertrand, qui maintenant sont là, dont l'OpenVLD doit voir où il va et comment il va les utiliser. Ça, c'est la deuxième question. Quel est l'avenir d'Alexia Bertrand? Il n'est pas clair. Oui, elle est secrétaire d'État jusqu'à la fin de la législature, mais après, elle se présente où? Elle ne veut pas se présenter sur la liste bruxelloise de l'OpenVLD, à moins de trouver une ficelle juridique, mais moi, je ne la connais pas. On la voit mal revenir sur les listes du MR, quoique tout est possible. Alors certains évoquent une liste OpenVLD qu'elle emmènerait pour Bruxelles, mais elle prendrait un gros risque. Difficile de gagner un siège sur BHV. C'est compliqué quand on a été sur la liste francophone de passer sur la liste flamande. Et alors, certains évoquent même qu'elle se présenterait en Flandre. Sans doute tous ces scénarios ont-ils été évoqués. Ce qu'il y a aussi, c'est que aujourd'hui, on sait que Georges-Louis Boucher a découvert dans la presse et qu'il ce transfert, elle l'a appelé, elle a reconnu qu'il n'avait pas décroché. Ça a été confirmé à différentes sources. On sait que Georges-Louis Boucher a tweeté pour dire elle reste dans la famille, mais qu'en gros elle avait dit moi je vais à l'OpenVLD et puis voilà, je vais à l'OpenVLD. Donc il y a un peu une tentative de rattrape, on montre que tout va bien. Et puis alors après ressortent tous ces côtés qui font partie de la politique, peut-être plus des tensions entre les Reindersiens et les Micheliens, et finalement c'est une Reindersienne, Alexia Bertrand, et c'est ça qui l'a bloqué dans sa carrière. Et il se murmure que quand Adjalabi a été nommé ministre, elle a appelé Didier Reynders qui a dit que je ne peux plus rien faire pour toi. Voilà, on est en train de nettoyer ce parti. Donc tout ça sort, ces relations tendues avec Sophie Wilmès. Rappelons qu'avant que Sophie Wilmès ne soit l'égérie politique qu'elle est aujourd'hui, elle se battait pour la même place à la Chambre, et Alexia Bertrand a été première suppléante. Tout le monde se bat en politique pour arriver à... Bien entendu. Mais donc toutes ces coulisses sont moins positives. Alors vous n'en êtes pas responsable. Vous finalement vous bénéficiez de la chance de vous lancer en politique parlementaire alors que vous étiez candidat depuis un moment. Mais c'est vrai que chacun fait son il vaut choix, mieux que ça tombe 2 ans avant les élections. Mais chacun fait son choix. On est dans un parti libéral. Alexia a décidé d'aller au fédéral parce qu'il y a un poste qui se libère. Mais voilà, c'est tout à son honneur. Votre parti n'en serait pas là s'il lui avait proposé un poste plus tôt. Elle aurait pu le revendiquer. Oui, les mais vous savez, avec des sont exclus de toutes les fonctions exécutives depuis quand même bien longtemps. Je crois pas. Enfin, moi, je crois pas. Enfin, vous, journalistes, vous voyez toujours le mal en interne, mais je crois pas qu'il y ait... Oui, il y a toujours... Comme on sait qu'il y a un gros enjeu pour le MR qui est dans l'opposition depuis bien si longtemps. L'enjeu est de pouvoir rentrer en 2024 après 20 ans d'opposition dans cette majorité, ça c'est clair. Et je crois que maintenant, David Lester, qui a pris le rôle de chef de groupe, va mener cette équipe. Et franchement, je suis dedans depuis hier, et puis franchement, je trouve, je sens un dynamisme et une positivité par rapport à ça, et je ne ressens pas toute cette animosité. Maintenant, voilà, il y a toujours dans tous les partis une concurrence, il y a un certain ego, mais je ne crois pas, moi je ne l'ai pas ressenti en tout cas lors de ma prestation de serment et lors des premiers contacts que j'ai eus avec mon groupe. Marine Nagy, vous êtes au balcon dans cette histoire, un petit mot? Écoutez, d'abord, c'est assez cocasse, mais Alexia Bertrand arrive au fédéral parce qu'une secrétaire d'État
au budget a probablement dit une vérité sur la situation budgétaire de la Belgique et que cela n'a pas plu. Et donc, je serais curieuse de voir comment Alexia Bertrand, qui a toujours présenté cette idée de rigueur et de volonté de parler vrai, va s'en sortir pour montrer que le budget fédéral va tenir plus ou moins dans les normes que l'Union européenne demande, alors que l'Union européenne est très critique et que je pense que la Belgique est classée dernière dans l'appréciation sur le budget. Donc, c'est déjà quelque chose. Par ailleurs, c'est sûr que j'appréciais Alexia Bertrand. C'est quelqu'un qui, au Parlement régional, faisait du bon boulot. Je pense qu'elle présentait aussi une image du MR un peu plus modernisatrice, qui ne restait pas dans les vieilles querelles du MR sur la circulation, sur la ville qui, quelque part, ne se modernise pas, qu'elle était ouverte aux questions environnementales, qu'elle était... Donc, voilà, je trouve qu'on va voir comment les choses vont se passer ici, mais pour moi, c'est quelque part cette capacité de se renouveler qui était portée par elle. Mais c'est vu... On note juste très brièvement que David Leyster avait aussi quelquefois été cité pour monter au fédéral, notamment quand un secrétaire d'État a été nommé. À la surprise générale, ça a été Mathieu Michel. Mais donc c'est peut-être un avertissement aussi pour Georges-Louis Boucher. S'il ne veut pas perdre à nouveau un secrétaire d'État, il devra lui donner quelque chose. Et ce serait sans doute plus facile pour Georges-Louis Boucher de donner quelque chose à David Leyster, dont il est proche, qu'à Alexia Bertrand. Voilà, alors on ne vous cachera pas que Michel est passionné de politique. On va terminer cette émission avec un peu plus de légèreté. C'est le moment des coups de cœur. Alors, Sven Sveni, vous avez choisi une pièce de théâtre. Oui, alors c'est L'Ascenseur de Marc Moulin qui est de retour au théâtre de la Toison d'Or, 22 ans après sa première représentation. Alors, c'est mis en scène par Achille Ridolfi qui a décidé d'un petit peu moderniser la pièce, mais l'histoire reste la même, deux couples d'amis qui se retrouvent coincés dans un ascenseur en voulant rejoindre une soirée. Et au fur et à mesure que le temps passe, le vernis des bonnes manières va un petit peu s'égratigner et s'effilocher. Donc, c'est vraiment très très chouette et je pense que c'est vraiment l'occasion de revoir ou de découvrir cette pièce quand même qui a connu un beau succès dès le début. Alors Michel, vous, c'est moins culturel, hein, c'est plus pratique et prosaïque. Désolé, Marine Agi, c'est mobilité. Mais c'est la reprise du trafic dans les deux sens dans le tunnel Trône depuis vendredi. Je le prends comme coup de cœur parce que c'est un choix politique. C'est-à-dire que oui, le chantier le permettait, mais c'est assumé aussi au niveau du gouvernement. Il a été décidé qu'on ouvrirait. Ça montre donc que dans les questions de mobilité, il y a aussi des choix politiques. Certains disent de l'idéologie, ça on les laissera se faire leur avis. Mais en tout cas, effectivement, de temps en temps, les politiques peuvent encore dicter leurs lois aux ingénieurs. Ça fait aussi du bien parce que les politiques, eux, sont élus. Réouverture qui coïncide avec l'ouverture des plaisirs d'hiver. Oui, non, mais c'est une bonne chose. Et puis, ça coûte un peu d'argent, mais pour la vie bruxelloise et pour la circulation bruxelloise et pour l'économie bruxelloise, c'était indispensable de les réouvrir. Le chantier se poursuit, mais la nuit. Ce sera donc le mot de la fin. Tous les deux, je sens que vous allez continuer à discuter après l'émission. Alors, merci à tous d'être venus sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans une semaine, même heure, même endroit.